Gaspard Ganzer et Mathieu Sapin. Bonsoir. Et Philippe Lux et sa progéniture. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être là. J'ai un peu déjà présenté, Mathieu, on l'avait accueilli sur Macadam Popcorn, et il a par ailleurs fait un court-métrage avant avec le réalisateur que nous recevons ce soir, Gustave Carvin, et Gaspard Ganzer, ancien conseiller en communication de François Hollande à l'Élysée. Je pose deux questions, puis je vous passe la parole très très vite. La première est absurde, mais j'ai envie de commencer par ça. Est-ce qu'à un moment dans ta tête, tu as défini ce que c'était que le RDSA? Non, pas du tout. Non, je voulais justement que ce soit un acronyme un peu voilà, mystérieux, étrange, et que c'était plus... voilà, les gens parlent de ça, mais on ne sait pas de quoi il s'agit exactement. Mais un peu comme quand on voit des films américains ou des séries américaines, ils parlent de politique, je sais pas, House of Cards, parfois je comprends pas tout, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe entre les individus. Puisqu'on a la chance de vous avoir tous les deux, merci Gaspard, j'ai quand même envie de savoir, du coup, donc on sait ton parcours au sein de l'Élysée dans l'accompagnement de la campagne de François Hollande pour produire tes deux albums successifs, campagne présidentielle et Le Château. On sait que tu l'as fait dans une logique en partie journalistique au départ, puisque c'est dans l'accompagnement aussi, un travail avec Libération, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu as envie d'en faire par ailleurs un sujet de film, de traiter vraiment de cette campagne présidentielle, d'une campagne présidentielle en film, et qu'est-ce qui fait que tu te retrouves à prendre parmi les acteurs du film Gaspard Ganzer, dont on sait qu'il était au cœur du château? C'est des rencontres et des concours de circonstances, un peu comme pour Arnaud. Moi, je ne m'intéressais pas plus que ça à la politique avant de tomber dans la marmite de la campagne présidentielle de 2012. Et quand Libération donc, me propose de suivre la campagne, tout d'un coup, je découvre un milieu, une espèce de continent, comme ça, qui était inconnu pour moi et qui était passionnant. Et donc de suivre tous ces personnages. Moi, je l'ai vécu vraiment comme un spectateur qui suivait une série avec des rebondissements, des coups de théâtre, et des personnages tous riches et hauts en couleurs. Et donc, à la fin de ma BD sur campagne présidentielle, c'est là que l'équipe de Pyramide Productions, c'est eux qui m'ont proposé, en fait, c'est eux qui m'ont rencontré et qui m'ont dit: est-ce que tu voudrais faire un film? Parce que moi, déjà, j'étais un peu surpris parce que j'avais jamais... c'était pas quelque chose que j'avais anticipé. Mais est-ce que tu voudrais faire un film? Et est-ce que tu voudrais faire un film inspiré de ce vécu sur la campagne? Et donc j'ai dit oui. Et puis après j'ai réfléchi, mais j'avais déjà dit oui avant. Et voilà. Et donc après, on voulait vraiment faire une fiction. Donc j'ai écrit avec un scénariste qui s'appelle Noé Debré, que vous connaissez peut-être. Il a coécrit Le Monde est à toi, d'Ipan. Il a coécrit La crème de la crème, Problemos, enfin, beaucoup de films. Et donc avec Noé, on voulait utiliser, j'allais dire, la matière de ces deux bandes dessinées que j'ai faites comme contexte d'une histoire, mais au service d'une fiction, vraiment une fiction, et qui est plus inspirée de romans initiatiques, un peu du 19e à la Balzac. C'est pour ça qu'on cite Balzac à la fin, avec un jeune homme qui arrive dans un milieu qu'il ne connaît pas, il apprend les codes, au début il galère, et puis peu à peu il monte les échelons, et il perd son innocence, mais il gagne en compétences, on va dire. Et voilà. Et quant à Gaspard, c'était pas du tout anticipé. Alors lui, il était au courant du projet, parce que ça faisait longtemps que je voulais faire ce film, enfin qu'on a travaillé sur ce film, et puis à l'époque, j'avais déjà espoir de tourner à l'Élysée, donc j'avais dû passer par Gaspard, puisque c'est lui qui avait les clés de l'Élysée à l'époque. C'était le Benalla des époques Hollande? Non, pardon, c'était ça. Merci, dommage, exceptionnel. Merci. Mais donc voilà, Gaspard était au courant, mais j'avais pas du tout imaginé, enfin ça aurait été même, je pense que j'aurais pas du tout voulu à cette époque-là. Mais après, le cours de l'histoire a changé, comme vous savez, on a changé de président, et donc je suis passé par d'autres biais pour pouvoir tourner à l'Élysée. Et puis je me suis... donc je constituais le casting, et c'est très tard en fait que j'ai appelé Gaspard, c'est vraiment quelques semaines avant le tournage. Parce que je cherchais quelqu'un pour incarner ce Edwin, donc c'est un conseiller politique, un peu conseiller qui est plutôt de l'ombre. Et
Et les comédiens que je voyais, j'arrivais pas à y croire. Ils étaient tous très sérieux, comme ça, très compassés, voilà, un côté un peu, je sais pas, l'idée qu'on se fait d'un conseiller politique est toujours un peu comme un croque-mort, je sais pas. Et donc moi je me disais, mais voilà, il faudra quelqu'un beaucoup plus vivant. Et je pensais à Gaspard, et puis je finis par me dire, bah, après tout, je vais peut-être à Gaspard directement, peut-être que ça l'intéresserait. Et voilà comment mais c'est vraiment, voilà, c'est arrivé comme ça. Alors Gaspard, forcément, la question suivante, c'est pour toi. Et, oui, juste pour préciser, on parle beaucoup de Gaspard parce que ça, il marque les esprits, mais dans le film, il y a aussi beaucoup, par exemple, de journalistes qui jouent des rôles de journalistes. On en parle moins, parce qu'ils sont aussi moins connus. Et il y a beaucoup comme ça de... Après, je ne parle pas des gens qui travaillent dans l'usine, qui sont les vrais gens de l'usine, des gens qui... Voilà, il y a un mélange de réalité et de fiction aussi. Sauf qu'ils jouent eux avec leur vrai nom quasiment. Enfin, il y a Ophélie Corinne qui joue avec son... Ouais, non, mais il y en a qui jouent un rôle, par exemple. Enfin, je ne vais pas m'étendre sur... Gaspard, qu'est-ce qui fait que toi, tu acceptes cette proposition-là? On t'a déjà vu à l'écran, de télé, notamment dans le documentaire de Patrick Rothman, qui était un peu consacré à toi. Autant Yves Geland. Voilà, Yves Geland. Je pas encore là, c'est vrai. Ils sont en train de faire des projets ensemble, j'ai confondu. Mais là, c'est quand même un film qui est aussi une satire de la politique, qui est aussi un jeu sur le cynisme politique, sur la façon de retourner sa veste pour pouvoir poursuivre son chemin avec celui qui était l'ennemi avant. Qu'est-ce qui fait que toi, qui as été à ce point au cœur du système, tu te dis, tiens, c'est rigolo, j'imagine que c'est aussi le lien amical avec Mathieu, mais j'ai envie d'y aller. Certainement parce que j'ai pas trop réfléchi au moment où Mathieu me l'a proposé. La première raison, c'est évidemment l'amitié et l'admiration que j'ai pour Mathieu, que j'ai connu avant en fait de le rencontrer en lisant ses bandes dessinées, et qu'après j'ai appris à connaître et apprécier parce qu'il était à l'Élysée dans des moments heureux, mais aussi dans des moments difficiles, puisqu'il a été là dans les moments les plus durs aussi, quand il y a eu les attentats par exemple. J'ai pu apprécier à ce moment-là son intelligence, son humanité, et aussi son sens de l'humour dans les moments les plus légers. J'avais lu son scénario quand il l'avait terminé, j'avais trouvé que c'était vraiment, à l'époque, il ne m'avait rien proposé, j'avais trouvé que c'était très réaliste, certes parfois un peu noir, mais très drôle surtout. Et moi je pense qu'on peut faire des choses très sérieusement sans se prendre au sérieux. Et enfin, quand Mathieu me l'a proposé, finalement, il l'a proposé au moment où j'avais le plus de chances d'accepter, c'est-à-dire le moment, et donc c'est pour ça qu'il est très fort, et peut-être un peu machiavélique, mais ou alors c'est le hasard et le destin qui décident de ça. C'est-à-dire que c'est un moment où moi j'étais parti de l'Élysée, j'étais libre, j'étais en vacances même, j'avais pas encore repris l'activité professionnelle parce que j'avais pas encore créé ma boîte. Et j'avais envie de faire des pas de côté, de faire des choses extrêmement différentes. J'étais en train d'écrire moi-même un livre, j'envisageais de faire des chroniques à la radio. Je me disais, après tant d'années à travailler pour des hommes et des femmes politiques, c'était intéressant de faire des choses très différentes. Et ce projet est tombé à point nommé. Et je savais aussi que c'était quelques minutes dans le film. Donc ça n'est pas faire de moi un acteur professionnel, ça va être une parenthèse enchantée. Et je ne l'ai pas regretté. Notamment parce que je trouve que le film est quand même très juste, même si, comme c'est une comédie, il y a des situations qui sont tournées pour être singulières, mais je n'aurais pas accepté de tourner dans une farce sans aucun rapport avec la politique ou dans un brûlot attaquant la politique du début jusqu'à la fin. Là, je pense qu'il y a un très bon équilibre dans ce film. Alors c'est un film très juste, entre autres sur une chose qui est en fait du coup un film intéressant, qui est vraiment la question de la vitesse, qui est vraiment une question centrale dans le film et l'une des conditions de sa réussite. Elle n'arrête pas d'ailleurs de reprocher et d'indiquer comme critère de sélection du fameux assistant cette question-là de la rapidité, de la vitesse. Et on voit bien que c'est un enjeu fondamental à la fois en termes de cinéma, il y a un côté Howard Hawks, c'est ce qu'on a vu, et du côté vraiment de la politique, où il faut aller vite, il faut être dans l'adaptabilité permanente, changer de sujet, pouvoir s'adapter à toutes les circonstances. Et puis par ailleurs, évidemment, une des forces du film, c'est cet point d'équilibre entre la dimension comique et puis quand même la dimension critique, parce qu'elle est quand même vraiment là, notamment sur le lien aux médias, sur cette espèce de complicité qui parfois est malsaine, qui implique que du coup on est dans une espèce de faux semblant permanent, de mise en scène de soi, etc. Toi, Mathieu, ton co-scénariste n'était pas forcément spécialiste du milieu politique. Est-ce que du coup, dans l'équilibre de l'écriture, toi, tu amenais ce savoir-faire que tu avais acquis au sein du château dans tes expériences, et lui amenait quoi? Des éléments de structure, des façons, par exemple, de penser le parcours des personnages pour que l'un monte progressivement et s'adapte
aux règles du jeu du monde politique, pendant que l'autre commence à décroître, en l'occurrence Alexandre Lamy. Enfin, comment vous vous êtes équilibré, comment vous avez conçu la structure générale du film? Oui, c'est assez proche de ça. Mais on a vraiment écrit ensemble, c'est vraiment une co-écriture. Il n'y a pas une scène qu'on n'a pas écrit vraiment en commun. Avec Noé, on s'est très très bien entendu très vite. Et on a beaucoup passé du temps à parler du film en amont, avant d'écrire vraiment de qu'est-ce qu'on veut raconter. Donc notamment ça, la vitesse, ça c'était important. On voulait aussi montrer l'espèce de surcroît de confiance qu'on peut avoir quand on imagine donc les personnes qui sont au-dessus de soi. On imagine que les gens sont très responsables, qui sont parfaitement en contrôle, et quand on se rend compte que ce n'est pas le cas, il y a une grosse déception. Et c'est un peu comme un enfant qui constate que ses parents peuvent parfois être faillibles. Et donc on avait cette image qui était aussi importante au préalable de l'écriture. Et puis après, voilà, moi j'ai amené Noé aussi beaucoup à rencontrer des hommes et des femmes politiques, ou des conseillers, des acteurs politiques, ou des journalistes. Et c'est le cas aussi de beaucoup de comédiens du film que j'ai emmenés voir. J'étais allé voir un point presse, j'ai rencontré plein d'acteurs politiques, ou des conférences de presse, ou même des meetings. Parce que les rencontrer en vrai ou dans un point de presse, c'est différent de les voir par le biais de la télé. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Moi, je voulais montrer aussi l'intime. C'est-à-dire que dans ce film-là, il y a beaucoup de scènes qui sont, on peut dire, de coulisses, en tout cas, qui sont les scènes qu'on ne voit pas à la télé, justement. Donc, chez Loge, chez le candidat, ou la minute d'après ou la minute d'avant, un moment important. Donc, tout ça, c'est des moments on peut les capter qu'en ayant assisté à ça. Et aussi, je voulais, dans le film, on a parlé de gens qui jouent un rôle très proche de ce qu'ils font dans la vie, mais il y a aussi des décors qui sont des décors réels. L'usine, c'est une vraie usine, dans laquelle on voit à l'arrière-plan, c'est les ouvriers de cette usine qu'on voit à l'arrière-plan. Idem pour le... Et que Laurent Wauquiez avait visité pour peu avant. Tout à fait. Et donc, voilà, je voulais vraiment qu'il y ait ce mélange comme ça de vraisemblance. Et encore une fois, comme tu disais, Noé, il a amené aussi une forme d'écriture. Je voulais pas que ce soit un faux doc. Je voulais pas que ce soit un faux documentaire où on pourrait l'écarter, que ce soit un film de cinéma, dans son acception un peu classique du terme, mais qui se déroule dans ce contexte-là. Alors, dernière question avant de passer la parole à la salle. Il y a un trait récurrent quand même, mais qui structure le film, c'est quand même le rapport à la libido. Parce que donc quand même toute la séquence avec Philippe Catherine est plus qu'ambiguë sur ses intentions réelles. C'est probablement de s'approcher encore plus du cercle du pouvoir, d'autant qu'on finit par découvrir que c'est pas son bureau, mais enfin il y a visiblement d'autres intentions possibles. Et puis évidemment il y a tout ce rapport très très ambigu avec Alexandre Lamy qui culmine dans la scène de bain puis de lit nu. Un tout petit peu déceptive, cette scène. Voilà. Et puis évidemment, il y a le réveil de Pascal, qui lui aussi est au lit, et qu'on va réveiller en utilisant cette fameuse métaphore que la France doit être prise, etc. etc. Ça, d'où ça vient? Qu'est-ce qui fait que c'est devenu un trait aussi récurrent? Et forcément, pour Gaspard, je veux dire, est-ce que cette proximité entre la politique et le désir a quelque chose à voir avec ton expérience personnelle? Professionnelle, j'entends, bien sûr. Alors, personnel, je lui garderai pour moi, même si, je dois le confier, parce que c'est pas un secret, j'ai rencontré ma femme dans le milieu politique quand je travaillais à la mairie de Paris. Et depuis, ça a donné 4 enfants, donc finalement, le désir se transforme en amour et puis en construction d'une famille, et c'est une bonne chose. Et mon cas n'est pas du tout exceptionnel, parce que très souvent, des hommes et des femmes politiques se rencontrent et se côtoient dans ce milieu-là. Moi, j'ai travaillé pour un homme, François Hollande, qui a rencontré sa femme, certes sa compagne sur les bancs de l'ENA, Ségolène Royal. Ils ont passé toute leur vie ensemble en vivant 2 carrières politiques côte à côte avant de suivre chacun leur chemin il y a quelques années. Donc c'est vrai que ça c'est réaliste. Là on parle d'amour, on peut aussi parler de désir. Alors je ne parlerai pas de la matérialité sexuelle, donc ça c'est dans les secrets des alcôves. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la politique c'est quand même du désir démultiplié pour être élu, pour séduire, pour conquérir les votes. Il faut donner envie. Donc c'est vrai que ça, Mathieu l'a bien représenté, alors de façon assez drôle d'ailleurs, parce que c'est très présent dans la vie politique. Oui, voilà, c'est avec Noé, on s'était dit ça comme métaphore, ce que tu viens de dire sur le désir et appliqué aux politiques. Et puis après, il y a aussi une lecture qui peut être plus animale. C'est-à-dire que ça s'appelle Le Poulain. Il y a beaucoup d'animaux qui sont évoqués dans le film, on n'en voit pas, mais
on entend parler, parce que aussi, moi, il y a une phrase que je cite souvent, mais qui m'avait beaucoup accompagné pendant l'écriture, c'était une phrase de Christian Gravel, qui disait... Qui montrait les sœurs et qui me disait, la politique, et a fortiori une campagne présidentielle, c'est le darwinisme social poussé à son maximum. Et donc, c'est vrai qu'il y a un côté comme ça, la loi de la jungle, où derrière des attitudes très policées, très codifiées, très civilisées, il y a quand même une part animale qui est sous-jacente. Et d'ailleurs, j'ai fait une émission de radio l'autre jour avec un spécialiste de la politique chez les animaux. Et c'était passionnant. Non, mais vraiment, il expliquait comment, justement, dans le groupe, il y a plein de... On va retrouver des mêmes habitus que chez les humains. Et donc, voilà, évidemment, du coup, le désir sexuel passe par là, bien entendu. Et puis après, c'est une comédie, donc c'est évidemment tentant de forcer un peu le trait. Qui veut poser la première question ou première réaction? Bon, vous parlez de comédie, mais moi, ça m'a fait rire jaune. C'est-à-dire que on parle depuis plusieurs années du désamour des Français vis-à-vis de la politique. Et à mon avis, c'est pas le genre de film qui va les faire changer d'avis. Et j'aimerais avoir votre avis à ce sujet. Et puis peut-être d'autres spectateurs, parce que je trouve que c'est très critique. Et que certes, on peut sourire ou rire un petit peu, mais le fond, je le trouve assez noir. Merci. Mais votre réaction, c'est une réaction qui est partagée par de nombreuses personnes qui m'ont fait le même type de retour. Donc elle est voilà, je l'entends tout à fait. Moi, je pense que si j'avais montré un film où les gens étaient beaucoup plus dans une espèce d'idéalisme et de fraternité, on m'aurait sans doute accusé d'être justement pas très réaliste. Et alors après, moi je veux pas, avec ce film, dénoncer quelque chose. Je veux pas non plus forcément... alors je regrette si ça donne pas beaucoup d'espoir, et je voulais surtout peindre un contexte, peindre une situation qui, je pense, en même temps a toujours été... je pense que ça a de tout temps été ces personnages-là, on peut les croiser à d'autres époques. Alors après, on aimerait que ce soit peut-être plus vertueux, ça j'en doute pas, mais moi, en tout cas, mon propos c'était plus... Alors, quand je citais Balzac, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi pour ça, parce qu'il montre donc son époque, et il montre voilà, les personnages qui sont peut-être un peu appuyés, mais pas si loin de ce qu'on peut croiser en vrai. Mais aussi, moi, je voulais avant tout montrer le côté humain de ces personnages. C'est-à-dire qu'ils sont... certes, ils ont des traits de caractère qui ne sont pas forcément très admirables, mais en même temps, ils ont aussi des faiblesses, moi, j'aime pas les films et les séries où on voit les hommes et les femmes politiques comme des robots infaillibles qui sont, à l'américaine, j'allais dire, complètement voilà, dénués de sentiments ou de sentimentalité. Moi, j'ai trouvé malgré tout attachant les personnages qu'on voit dans le film-là, parce qu'on voit bien qu'ils se débattent, ils essayent de faire comme ils peuvent et de contrôler les choses comme ils peuvent, mais en réalité, ils galèrent comme tout le monde. Donc, oui, après, voilà, c'est aussi à vous, spectateurs, bien sûr, de recevoir de manière subjective le film. Moi, et la question de l'humour, elle revient aussi beaucoup dans les réactions que j'ai eues. Et il y a des gens, en effet, qui m'ont dit « mais moi, je trouve pas ça drôle » ou « moi, je trouve ça très drôle ». Donc, après, voilà, c'est très subjectif. En tout cas, je peux dire que j'ai montré à beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui m'ont dit « en tout cas, le film est beaucoup plus gentil que dans la réalité. » C'est bien pire en vrai. Donc... Mais juste, je rebondis là-dessus. Comme tu l'as dit, Mathieu, c'est pas un documentaire, donc il y a forcément un point de vue. Et certes, c'est critique. Point de vue dans le documentaire aussi. Hein, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y en a même beaucoup. Donc là, il a choisi un point de vue de fiction. Il n'a pas eu vocation à embrasser la totalité du champ politique et de la réalité de la vie politique, et notamment, on parle assez peu finalement de la construction des politiques publiques, des grands choix du pays, et c'est peut-être tant mieux. Bon, peut-être que ça aurait eu une vertu comique aussi, mais peut-être plus complexe. À un moment donné, je parle de la TVA. Je pense que si on avait parlé de la TVA pendant tout le film, ça aurait moins intéressé les gens, ça aurait moins fait rire. En revanche, il y a quelque chose qui est très juste et très vrai dans le film, et qui n'est pas négatif.
c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que les gens, dans la vie politique, sont des êtres de chair et d'os, qui se battent, qui se débattent, qui sont quand même pas là par hasard, qui ont des failles, qui ont des faiblesses. Et je pense que le film contribue à sa manière à montrer qu'il y a une humanité des politiques, que c'est pas des robots et des machines infaillibles. Non, qu'est-ce qui fait que tu t'es focalisé sur cette question du plagiat, qui est quand même assez structurante là aussi? T'es parti d'où et pourquoi ça t'a particulièrement intéressé? Ça m'a d'autant plus intéressé quand, lors de la dernière campagne, on a entendu parler de ce discours qui avait été prononcé par François Fillon, puis par Marine Le Pen, et qui comportait les mêmes éléments. Ils avaient les mêmes éléments de discours, et on s'est rendu compte que c'était une seule et même personne qui avait donné à chacun des deux candidats, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, le même. Et le scénario était écrit et prêt à tourner, donc c'est très troublant. Et de même que je cite souvent l'exemple d'un autre, comment dire, dans le film, il y a, tout d'un coup on annonce une série d'attentats qui ont été déjoués, et on voulait créer à ce moment-là une espèce de coup de tonnerre, mais dans une version antérieure du scénario, c'était pas les attentats qu'on avait imaginés, c'était un truc qui nous semblait complètement improbable. On était sûr qu'avec Noé, on allait à la fois faire frémir tout le monde, et puis en même temps, on sait que ça n'arrivera pas. C'était le Brexit. Et non, sincèrement, et du coup, quand le vrai Brexit est arrivé, on s'est dit, mince, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour dire que la réalité est quand même, voilà, pire, ou en tout cas vraiment improbable. Et c'est comme la dernière élection, personne n'aurait pu l'imaginer un an auparavant ce qui allait se passer. Oui, et puis un jeune stagiaire de 3e qui vient faire un truc à l'Élysée et qui finalement devient peu ou prou responsable de la sécurité, c'est totalement improbable. Exactement. On ne peut pas mettre ça dans un film. Exactement. Je n'aurais pas cru. Voilà. Et quant au plagiat, c'est des ressorts qui sont toujours pratiques pour créer comment dire, un sentiment d'imposture qui accompagne souvent le personnage principal. C'est très... voilà, on trouve ça dans différents films, mais nous, ça nous semblait approprié. Et bien, pour ne pas me faire taper sur le doigt par le distributeur, je vous remercie beaucoup. Gaspard Ganzer, Mathieu.